Le nouveau président de la République est donc M. Jacques Chirac, élu avec 52% des voix. Nous sommes le 7 mai 1995, et après une longue bataille face à Lionel Jospin, à gauche, Jacques Chirac, à droite, remporte l'élection présidentielle. Il remplace François Mitterrand, qui laisse sa place après 14 ans au pouvoir. Sur le moment, on pourrait croire à un vrai changement. Rien ne semble unir François Mitterrand et Jacques Chirac. Pourtant, ils partagent bien un point commun, et pas des moindres. Un seul et même homme se cache derrière leur victoire. Un homme que personne n'a élu et qui pourtant a modelé la politique française dans l'ombre. Cet homme, c'est Jacques Pilon. Et si vous ne connaissez pas son nom, c'est normal. Il a su rester discret tout au long de sa carrière. Pourtant, Jacques Pilon a littéralement contribué à 3 victoires au présidentiel, à réinventer complètement un métier et à changer la politique française à jamais. Mais alors, qui est Jacques Pilon? Dans cette vidéo, on va revenir sur le parcours hors norme de l'homme qui a façonné l'image de 2 présidents de la République, qui plus est de 2 orientations politiques différentes. Qui était-il? Comment a-t-il fait ça? Quelle stratégie a-t-il mis en place? Et quel héritage laisse-t-il aujourd'hui sur la politique française? C'est ce que je vous propose de creuser dans cette vidéo. Bienvenue dans l'histoire de Jacques Pilon, le stratège invisible de la 5ème République. Mais juste avant ça, certains sujets, dont pour certains la politique, peuvent nous affecter bien plus qu'on ne veut l'admettre. Ces sujets sont souvent extérieurs à nous, on n'a pas le contrôle dessus. Par contre, on a le contrôle sur nous-mêmes, et on peut apprendre à comprendre nos émotions et à prendre soin de nous. Pour ça, il existe plein de ressources, dont le sponsor de cette vidéo, BetterHelp, une plateforme de thérapie 100% en ligne qui permet de prendre soin de sa santé mentale en trouvant le thérapeute le mieux adapté à nos besoins. En clair, BetterHelp ne vous met pas en relation avec le premier thérapeute venu. Ils utilisent une combinaison de différents facteurs, dont vos préférences, leurs années d'expérience dans la mise en relation, pour trouver le thérapeute qui vous correspond le mieux. Pour ça, vous remplissez un questionnaire pour exprimer vos besoins, et grâce à vos réponses, la plateforme vous envoie vers les profils les plus adaptés à vous, parmi les 250 thérapeutes français certifiés disponibles sur la plateforme, tous inscrits à l'Agence régionale de santé. Thérapeutes qui sont des humains. Il y a de plus en plus de personnes qui se confient aux intelligences artificielles, et le problème de ça, c'est que l'IA, elle a tendance à aller dans notre sens. Un thérapeute humain, lui, challenge nos manières de penser et n'est pas là pour nous conforter, mais pour nous aider et pour nous accompagner. Et de son côté, BetterHelp met tout en œuvre pour que ce soit le plus flexible possible. Vous pouvez changer de thérapeute à tout moment, sans frais supplémentaires. Vous choisissez le style de communication qui vous convient le mieux, la visio, le téléphone ou même des messages écrits. Vous avez la possibilité d'échanger avec votre thérapeute entre les séances, et vous pouvez évidemment faire des pauses à tout moment. Si jamais vous voulez commencer une thérapie avec un professionnel sélectionné pour vous, et si vous pensez que c'est le bon moment de le faire, vous pouvez tester BetterHelp. Et avec le lien en description betterhelp.com/Lovie, vous aurez 10% de réduction sur le premier mois. Dans tous les cas, et c'est le plus important, prenez soin de vous. Nous sommes au tout début de l'année 1980, Jacques Pilon a 36 ans et pour l'instant, sa carrière n'est pas brillante. Après avoir fait des études diverses, une année de droit, puis une année de sociologie, puis une année d'économie, il enchaîne les expériences professionnelles sans vraiment trouver sa place durant des années. Sauf que 1980 marque un tournant. La trentaine largement entamée, Jacques Pilon a 2 énormes problèmes qu'il traîne comme des boulets aux pieds. D'une part, il aimerait travailler dans la publicité, où il pense que son potentiel sera le mieux exploité. Sauf que personne dans ce milieu ne lui donne l'heure. Et d'autre part, surtout, il n'a plus d'argent. Il devient urgent de trouver un emploi rémunérateur. Et la chance va lui sourire. Grâce à un ami, il obtient un rendez-vous avec Jacques Séguéla, l'un des 4 associés de RRCG, l'une des plus grosses agences de publicité de France. Après 2 rendez-vous avec ce monsieur, une mission particulièrement difficile pour lui ramener un budget, Jacques Pilon signe enfin pour un emploi fixe, dans une boîte dans laquelle, en plus, il peut vraiment s'épanouir. Et il ne le sait pas encore, mais sa première grosse mission ne va pas être de travailler pour une marque de voiture ou une marque de yaourt, mais pour un homme politique. Et plus particulièrement pour un homme politique sur lequel
personne ne mise. Cet homme, c'est François Mitterrand. À l'époque, Mitterrand n'est qu'un candidat à l'élection présidentielle qui approche. Il a échoué aux élections les 2 fois précédentes et fin 1980, son image est mauvaise. La presse le lynche à la moindre occasion, il est vu comme l'éternel perdant qui frôle la victoire à chaque fois sans jamais l'atteindre. Il est même contesté par son propre parti. Bref, à ce moment, Mitterrand président, à quelques mois de l'élection, ça paraît inconcevable. Et si ça ne suffit pas, en dehors de ça, 2 autres difficultés de taille se dressent avant même que le contrat n'ait commencé. Déjà, c'est un gros risque pour l'image de l'agence. S'associer avec une personnalité vue comme un perdant, déjà c'est pas la meilleure des idées. Mais en plus, on parle de politique, un sujet qui par essence divise. Et ça peut leur faire perdre des clients qui n'ont pas envie de s'associer avec l'agence qui est de la gauche. Spoiler d'ailleurs, ce sera le cas. Pourtant, au sein de l'agence, la ligne est plutôt claire. Peu importe les idées politiques de chacun, on les met de côté. Le job, c'est de la communication, pas de la politique. Sauf que même Mitterrand, il est un peu perplexe, pour ne pas dire pas du tout emballé à l'idée de confier sa campagne à des publicitaires. Les domaines de la politique et de la publicité sont déjà liés dans la Ve République. Charles de Gaulle a suivi les conseils du fondateur de l'agence Publicis pour la forme de ses discours et en 1965, un premier candidat, Jean Le Canoë, a confié sa campagne à un publicitaire, Michel Bongrand. Cependant, ce n'est pas du tout une évidence à l'époque. Et Mitterrand, il n'est pas fan de l'idée de mélanger la communication, la pub, à la politique. Et son parti non plus. Mais il a eu une brève expérience avec RSCG dans le passé, qui a été positive, et il sait qu'il part de loin et qu'il faut mettre toutes les chances de son côté. Alors, il signe avec l'agence. Et c'est dans ce contexte, pas des plus favorables, que le dossier se retrouve sur le bureau du petit nouveau, Jacques Pilon. Et il y a une information que je ne vous ai pas donnée sur Jacques Pilon. C'est un ancien joueur de poker. Et s'il a bien une caractéristique, c'est qu'il est obsédé par le fait de gagner. Peu importe son adhérence ou non aux idées politiques. Mitterrand veut devenir président de la République? Alors Jacques Pilon fera tout son possible pour que Mitterrand devienne président de la République. Nous voulons être là pour gagner et non pas se contenter d'un score honorable. C'est le principe numéro 1 inscrit sur la note de 10 pages intitulée « Mitterrand président » et déposée sur le bureau de l'intéressé. Si elle est signée par Séguéla, elle est en réalité rédigée par Jacques Pilon et par son acolyte Gérard Collé qui joue un rôle tout aussi important que lui. Avant de parler de cette note, il faut comprendre qu'elle s'inscrit dans un plan assez simple, en 3 étapes ayant pour objectif, vous l'avez compris, de remporter les présidentielles. D'abord, connaître profondément les électeurs. Pour ça, on ne sait pas exactement comment, Jacques Pilon se retrouve à lire des études d'une société qui s'appelle la Cofremca. La Cofremca, elle analyse et étudie en profondeur les comportements et les mentalités des Français dans le but de comprendre les différents courants de pensée et les différentes personnalités, dit plus professionnellement les sociostyles. Genre, ah, il y a un nouveau groupe, genre les bobos quinoa. Les brunchs sont quinoa, quinoa. Leurs études se vendent très cher et se vendent principalement à des grosses entreprises genre Carrefour. Ça aide ces énormes groupes à prendre des décisions basées sur ce que les gens sont et pensent vraiment. On ne sait pas comment ces études sont arrivées sur le bureau de Jacques Pilon. À l'époque, ce n'est pas vraiment utilisé en politique, en tout cas pas du tout dans l'utilisation que va en faire Jacques Pilon. Toujours est-il que c'est crucial dans le processus. Par la suite, et je fais une micro-parenthèse maintenant parce que c'est important de le dire, mais Jacques Pilon s'appuiera énormément sur des études qualitatives, à l'inverse de quantitatives, et qu'il mènera lui-même. Enfin pas lui-même, mais vous allez comprendre. Là, on a un panorama de qui sont les Français. Maintenant, deuxième étape, connaître profondément le paysage politique et notamment les concurrents. Pour ça, Jacques Pilon observe puis fait un graphique. Écoute en ordonnée, force en abscisse et il place les candidats dessus. Ce graphique lui permet de tirer une conclusion. Il faut empêcher les autres de changer de territoire tout en permettant à Mitterrand d'obtenir la force qui lui manque. Et enfin, on en vient à cette fameuse note. L'objectif est d'adapter le personnage médiatique de Mitterrand aux conclusions de ses précédentes recherches, en bref, repositionner son image. Pour ça, il prend tous les points négatifs qui ternissent sa réputation actuelle et il les retourne pour en faire des points positifs. D'un vieux, il passe à un sage. D'un perdant, il passe à quelqu'un de vrai, qui n'a pas trahi ses convictions. D'un mauvais économiste, il passe à un homme d'État qui a une vision macro des choses. Toutes les failles se doivent, d'un point de vue image, de devenir des forces. Le plan est clair, maintenant il ne reste plus qu'à le suivre. Mitterrand approuve et s'adapte à ces nouvelles lignes de conduite. Subtilement, il change de comportement,
change les mots de ses discours. Ses apparitions sont plus claires, mieux choisies. Il est plus confiant, tout simplement car à présent, il a une stratégie. Et cette stratégie, elle fonctionne. En quelques mois, l'image que l'opinion a de lui évolue. Ça se ressent à la fois dans les sondages, mais aussi dans les fameux tests qualitatifs que l'agence continue de commander. Ce qui se passe à ce moment est novateur pour un parti de gauche. Mitterrand est vendu comme un produit dont la personnalité est bien plus mise en avant que son programme. Autre nouveauté évidemment, l'importance de l'agence, avec Jacques Séguéla, Gérard Collé et évidemment Jacques Pilon. Leur rôle ne se résume plus à trouver un slogan percutant ou à élaborer des affiches. Ils écrivent toute une campagne et modèle l'image globale d'un candidat. Peut-être qu'aujourd'hui ça vous paraît évident, ou pas d'ailleurs, mais à l'époque, surtout de ce côté du spectre politique, c'est nouveau. En quelques mois seulement, de novembre 1980 à mai 1981, l'image de Mitterrand évolue. Et le 10 mai 1981, à 20h, la nouvelle tombe, Mitterrand est officiellement élu président de la République. François Mitterrand est élu président de la République. Et on pourrait croire que le rôle de RSCG va s'arrêter là. La campagne est gagnée, c'est une victoire pour l'agence, sauf que non. Maintenant, leur nouveau défi va être d'accompagner Mitterrand au cours de son mandat. Et ça va être extrêmement chaotique. Et de ce chaos naît un élément extrêmement important de cette histoire. L'accord conclu entre l'agence et le nouveau président de la République, c'est principalement de rester à l'écart et de faire à la fois des rapports de ce que pense le public des actions du président de la République, notamment via ces fameuses enquêtes qualitatives, et de l'autre, de soumettre des stratégies de communication. Être une sorte de regard extérieur pour voir les angles morts et ajuster au fur et à mesure. Mitterrand dit oui, sauf que le début de son mandat se passe mal. Pour une raison simple, en plus, qui met un petit peu en rage l'agence, Mitterrand a complètement oublié les principes de communication appris durant sa campagne électorale. Il a oublié ce qui a fait sa victoire. Et forcément, sa courbe de popularité en pâtit. Mitterrand s'exprime tout le temps dans la presse, pas forcément bien, il fait des apparitions télé qui ne le servent pas, il se noie dans des difficultés dues au contexte, il ne tient pas ses promesses de campagne, et le pire du pire aux yeux de l'agence, il détruit l'image qu'ils ont construite d'arrache-pied durant la campagne. Et ça dure 2 ans. Séguéla est impuissant, il tente de faire comprendre à Mitterrand qu'il se plante en termes de communication, mais Mitterrand ne l'écoute pas. Par contre, il remarque un conseiller, qui jusque-là a été discret. Jacques Pilon, c'est un peu l'architecte de l'ombre de ces histoires. Ceux qui ont le plus côtoyé Mitterrand dans la vraie vie jusqu'ici, c'est Gérard Collé et Jacques Séguéla. Même si derrière Jacques Pilon joue un rôle important, il reste en retrait. Jacques Pilon remarque l'intérêt discret qu'il suscite auprès du président de la République et ça fait germer en lui une idée. Et si il montait sa propre boîte et devenait le vrai conseiller en communication politique du président? C'est assez risqué parce qu'il trahirait celui qui lui a laissé une chance dans une des plus grosses agences de publicité de Paris. Sauf que le président lui-même, lors d'une réunion, suggère implicitement cette idée, ce qui, au passage, fait rager Jacques Séguéla. Jacques Pilon hésite, puis finit par faire une proposition au président de la République, qui, quelque temps plus tard, lui donne son oui définitif. Le 14 décembre 1983, Jacques Pilon devient officiellement le conseiller en communication du président de la République. Et dans le même temps, entrepreneur et créateur de sa propre agence, nommée Temps Public. Dès le début, il recrute plusieurs membres de RSCG, dont un principal qui sera tout aussi important que lui dans la communication de Mitterrand, Gérard Collé. Bon, maintenant, il y a tout à construire. L'image du président est à reconstruire. La confiance est à regagner. Alors, au travail. Se taire. Le silence. Le monde est bruyant. Déjà à l'époque, la presse et la télé sont omniprésentes dans la vie des citoyens et la parole du président de la République, à force d'être partout, pour n'importe quelle occasion, se noie dans le bruit. Et ça, c'est grave pour un président de la République. À Temps Public, on s'en rend compte très vite, et la première action de Jacques Pilon est de mettre en place la stratégie du désir. Pilon a un précepte. Plus on est haut dans l'opinion, plus celle-ci interprète favorablement ce que vous dites. Quand on dit la même chose et qu'on est bas, les gens estiment que ce que vous dites est nul. Solution, on coupe
tout. On laisse quelques rares interventions à la télé, quelques voyages officiels, mais on réduit drastiquement la présence de Mitterrand dans le paysage, lui conférant ainsi beaucoup plus de poids et d'importance lorsqu'il prend la parole. Un travail de mise en scène est aussi effectué. Le bureau de François Mitterrand est reproduit à l'identique dans les locaux de temps public pour que le président puisse prendre la parole de manière plus fluide, sans les lourdes contraintes techniques imposées par les télés de l'époque. Tout doit être contrôlé. Des projecteurs moins puissants sont ajustés pour rendre le visage du président plus doux et ses clignements d'yeux moins présents, et on ajoute un drapeau français en arrière-plan, ce qui n'était pas commun à l'époque, et ce qui, pour l'anecdote, énervera certains conseillers de l'Élysée qui considèrent que c'est une dérive fascisante. Un nouveau pupitre pour les interventions extérieures est aussi construit en forme de proue. La technique, c'est ok. Maintenant, il faut aussi comprendre l'époque, les tendances qui sont en train de muer la société. La télé est un moyen de communication déjà complètement ancré dans la vie des Français et l'objectif est de l'exploiter beaucoup plus et beaucoup mieux. Son prédécesseur, Valéry Giscard d'Estaing, avait déjà entamé ce travail. Mitterrand, ou ici plutôt Pilan, le fait passer à un autre niveau. Ce qui marche durant cette période, ce sont des émissions intimistes, comme Questions à domicile. Émissions qui ressemblent en gros à Une ambition intime sur M6 pour faire un comparatif plus actuel. L'idée, c'est d'humaniser des figures qui ne le sont pas forcément dans l'image publique. L'image des hommes politiques est en train de changer. Ils deviennent des figures humaines dont l'humanité est mise en avant. Tous ces éléments, Jacques Pilan les étudie, les comprend, et dans son bureau, il accouche d'un tout nouveau concept télévisé. Ça nous intéresse, Monsieur le Président. Vous savez ce que c'est que Chébrand ? Vous savez, moi, quand j'étais enfant, déjà, on inversait l'ordre des syllabes dans le mot, hein. C'est pas très nouveau, ça. D'autant plus que ça veut dire brancher, bien entendu. Je ne veux pas faire le malin, très informé, mais c'est déjà un peu dépassé, hein. Vous auriez dû dire câblé. L'idée, c'est une émission pas récurrente, Stratégie du désir, animée par Yves Mourouzi, qui confronte le président à des sujets divers, d'actualité ou non, dans un rythme extrêmement fluide. Fini les monologues politiques interminables, place à des questions-réponses qui, dans le format, brisent les barrières entre le président et les Français. Comme si le président faisait une FAQ sur YouTube. Non, ça ce sera plus tard. Allez, on y va. C'est une réussite absolue. L'audimat passe de 17% au début de l'émission à 47% à la fin. Il n'en faut pas plus pour convaincre la presse. Les articles sont élogieux. L'émission est un vrai tournant car elle installe définitivement l'image d'un président humain et non d'une figure d'autorité lointaine et abstraite. Les dernières barrières viennent de tomber. C'est donc une réussite pour Jacques Pilan. Mais la politique, que l'on le veuille ou non, c'est aussi d'une part beaucoup de bas, de crises à gérer, mais aussi d'autre part beaucoup de rivalités. Tout ça se traduisant par des actions de communication visant soit à sauver les apparences, soit à attaquer frontalement. Et là, une période de bas, un grand danger politique, François Mitterrand et Jacques Pilan s'apprêtent à en vivre un. Un événement totalement inédit dans l'histoire de la Ve République s'apprête à bouleverser la France. Et il va falloir le gérer. Mitterrand et Pilan, à l'aube des élections législatives de 1986, sont conscients que la gauche va perdre. Ils ne peuvent pas faire triompher le parti. Et ils ne se trompent pas. S'ils minimisent les dégâts via la campagne, la gauche s'incline face à la droite. Pour la première fois de l'histoire de la Ve République, la France se retrouve dans une situation de cohabitation. De maître des lieux, François Mitterrand se retrouve à devoir partager l'Élysée avec ses concurrents politiques. En l'occurrence notamment avec son nouveau Premier ministre, Jacques Chirac. Mais alors comment cela se traduit-il d'un point de vue communication ? Eh bien, dans ces moments, le rôle du communicant du président de la République est de faire briller le président, y compris au détriment de son Premier ministre. Pour ça, stratégie assez simple. D'abord, je ne vous refais pas un schéma, accumulez les tests qualitatifs et les sondages pour comprendre l'état d'esprit dans lequel sont les Français. Ensuite, modification de la charte de communication du président. Pas question de rester sur le même style que quand on avait les pleins pouvoirs. Il faut être, selon les mots de la charte, insolent et subversif. Et puis, le plus important, il faut rappeler qui est le président de la République. Qui est le patron, en quelque sorte. C'est qui le patron ? C'est moi. Alors pourquoi ne pas préparer un coup médiatique destiné avant tout à faire briller le président, et puis pourquoi pas à affaiblir l'image de Jacques Chirac. Et c'est là que Jacques Pilan suggère à l'un de ses collègues, je cite, « Il faudrait qu'il refuse de signer quelques ordonnances.
Depuis plusieurs mois, Jacques Chirac veut légiférer par ordonnance pour appliquer rapidement son programme économique, notamment la privatisation des entreprises nationalisées, sujet qui fait débat dans le pays à ce moment-là. Il obtient du Parlement l'autorisation de légiférer par ordonnance et Mitterrand laisse faire, mais rappelle juste, à toutes fins utiles, qu'il n'est pas obligé de signer toutes les ordonnances qui lui seront soumises. Et il va mettre cette menace à exécution, en direct. Le 14 juillet 1986, lors de son interview télévisée de la Fête nationale, il annonce publiquement qu'il refuse de signer les ordonnances sur les privatisations, jugeant qu'un tel sujet mérite un débat démocratique. Chirac n'a d'autre choix que de reculer. Le 16 juillet, il renonce à la procédure d'ordonnance et décide de faire passer la loi par le Parlement. C'est fait dans la diplomatie de la part de Mitterrand, ce n'est pas un clash de rappeurs, mais le fond est très clair. Le président vient de rappeler devant la France entière qui est le véritable arbitre de la cohabitation. Et en même temps, il affaiblit un petit peu l'image de Jacques Chirac, ce qui est une partie de la ligne de communication adoptée dans cette situation inédite. Selon les mots de Jacques Pilan, Tonton creuse un trou, Chirac tombe dedans, on lui demande s'il ne s'est pas fait trop mal, et puis ça recommence. Tout ça est excellent pour l'image du président, d'autant qu'une nouvelle échéance approche, celle des élections présidentielles. À ce moment, le bilan du septennat de Mitterrand aux yeux de l'opinion n'est pas si catastrophique. Et cet avis est renforcé par la gestion de la cohabitation, jugée bonne par l'opinion, bonne grâce à Mitterrand. Jacques Pilan se prépare donc à entamer sa deuxième campagne présidentielle. La première, où il sera l'acteur principal de communication. Ce qu'il ne sait pas, c'est que c'est le début de la fin. La campagne de réélection de Mitterrand est sans conteste l'une des plus réussies d'un point de vue communication. C'est la fameuse Génération Mitterrand. Et pourtant, ce slogan précisément part d'un vrai problème. Au départ, François Mitterrand hésite à se représenter. C'est un problème parce que la personnalité des candidats est tellement plus mise en avant que leurs idées, et même que leur parti, que si on commence à promouvoir un candidat et qu'en fait il décide de pas se présenter, on perd tout le monde. Et c'est un faux pas énorme en termes de communication. Génération Mitterrand, avec cette affiche ne mettant en avant aucun nom et semant le doute avec la main de l'enfant et d'un homme plus âgé, part de cette hésitation. Pour l'anecdote d'ailleurs, Jacques Séguéla, de RRCG, fait partie des gens embauchés par Jacques Pilan sur le projet, et c'est le visage de sa fille et sa main à lui sur l'affiche. Très vite, cette image et surtout ce slogan Génération Mitterrand envahissent l'espace public avec notamment la Tonton Mania. C'est l'époque où beaucoup d'artistes, dont Renaud par exemple, s'engagent publiquement pour montrer leur soutien à un candidat qui n'est même pas encore déclaré. Ce n'est pas nouveau dans le fond, mais à cette ampleur, grâce au relais médiatique, c'est assez novateur dans la forme. Si les artistes s'engagent d'eux-mêmes, c'est Jacques Pilan qui s'assure de coordonner les différentes publications, pour donner l'impression de vagues successives parfaitement naturelles, et pour donner médiatiquement l'impression d'un mouvement qui ne s'épuise jamais. Nous sommes à 2 mois du premier tour, le 2 mars 1988, et seulement François Mitterrand déclare officiellement sa candidature en direct sur TF1. Si ça faisait quelque temps déjà que tout le monde s'en doutait, la vaste majorité de la campagne se sera déroulée dans l'ombre et aura permis au président de ne pas donner l'impression d'être impliqué dans une campagne politique, mais bien de conserver son rôle de président jusqu'au bout. Coup fatal de cette campagne, Mitterrand publie la lettre à tous les Français, écrite par Mitterrand, mais dont tous les thèmes ont été testés en amont par Jacques Pilan lors d'entretiens qualitatifs, ce qui assure une réception relativement bonne de la lettre. Mitterrand passe le premier tour, crée une des punchlines les plus connues de l'histoire politique de France. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Ce n'est pas du tout signé Jacques Pilan, mais je trouve que ça mérite qu'on le souligne. Et le 8 mai 1988, le verdict tombe. Mitterrand est réélu président de la République. Mais comme je vous le disais, à partir de ce moment-là, les choses se dégradent. Et cette fois-ci, durablement. La victoire, vous vous en rappelez, avait fait prendre une première fois la confiance à François Mitterrand. Et il avait rappelé Pilan en urgence parce que ça n'allait plus et qu'il était très bas dans les sondages. Là, il va se passer exactement le même scénario. Sauf que cette fois, il n'y aura pas de retour en arrière. Tout s'accélère et en interne, les fondations se fissurent gravement.
François Mitterrand s'éloigne de son cher conseiller dès le premier jour de sa réélection. Et il y a une réalité que Pilon avait peut-être omis quand tout allait bien, c'est le terme même de conseiller. Mitterrand n'est pas tenu d'écouter les conseils prodigués. Il peut passer outre et il ne se gêne pas pour le faire en ce début de mandat. Mais dans le même temps, il enchaîne les problèmes politiques sans arriver à ne serait-ce que rattraper l'image, et ce, durant des années. Il fait une émission de télé sur un sujet beaucoup trop brûlant sur lequel il n'aurait pas dû s'exprimer. Mitterrand déteste son premier ministre, Michel Rocard. Les querelles sont humaines, il fait tout pour le virer, et il va y arriver. Jacques Pilon doit gérer de la meilleure des manières le départ de ce premier ministre, qui ne s'explique pas aux yeux de l'opinion. Et pour ajouter un clou dans le cercueil de Mitterrand, le successeur de Rocard est une première ministre qui s'appelle Édith Cresson, et c'est un feuilleton politique à part entière qui va très mal se passer, ce qui n'arrange en rien l'image du président. Dans tout ça, niveau communication, Jacques Pilon fait de son mieux, mais sans l'écoute de Mitterrand et avec très peu de soutien de la part de son entourage politique, vous vous en doutez, c'est compliqué pour lui. Cependant, Pilon n'a pas pour autant perdu la main. Et c'est peut-être dans les moments les plus critiques qu'il est le meilleur. Et il va le prouver, en sauvant les apparences de manière assez magistrale, alors que Mitterrand, en interne, est au bord de la démission. Nous sommes en 1992. 4 ans après le début de son second mandat, et il y a un sujet brûlant que Mitterrand défend, c'est le traité de Maastricht, autrement dit la fondation de l'Union européenne. Le sujet est brûlant dans le pays, Mitterrand est pour signer ce traité, mais sa cote de popularité est au plus bas. Et Jacques Pilon ne tarde pas à découvrir pourquoi. Vous commencez à comprendre comment, enquête qualitative. Et là, c'est le drame. Énormément de Français ne veulent pas de l'Union européenne. Ils considèrent même que ça n'aide que les riches et les puissants. En gros, plus on est pauvre, plus on est contre l'UE. Mitterrand, dans sa communication et dans sa ligne politique, est présenté comme le défenseur du projet de l'Union européenne. Forcément, ça ne colle pas. Mais la machine est lancée. Le Congrès a permis l'organisation d'un référendum final sur le sujet de l'Union européenne. Pour maintenir la crédibilité du président, il faut gagner ce référendum. Jacques Pilon ne le sent pas. Il se rend auprès de Mitterrand et lui expose ses trouvailles. Et il se heurte à un président complètement effondré. Selon les mots de Pilon, Mitterrand est atterré. Il m'a écouté longuement, il m'a posé des questions, et puis, à la fin, il m'a dit qu'en effet, sur l'Europe, on s'était trompé sur toute la ligne, et qu'il allait devoir en tirer toutes les conséquences. Pour lui, le lien est rompu avec les Français. Il veut démissionner. C'est peut-être la situation la plus tendue des 2 mandats cumulés. Là, Jacques Pilon sait qu'il est face à un tournant. Mais son but reste le même. Le président est engagé, il faut gagner ce référendum et sauver l'image. Et pour ça, vu que Mitterrand est de nouveau à son écoute, il fait appel à l'arme qu'il a toujours préférée, la télévision. Jacques Pilon conçoit une émission de débat, conçue pour que Mitterrand affronte des partisans du non et des partisans du oui. Enfin, en apparence. Évidemment, l'objectif réel de Pilon n'est pas d'organiser un affrontement politique entre le oui et le non. Son objectif est de créer une illusion de débat sincère, où Mitterrand apparaît comme un président ouvert, calme et à l'écoute des inquiétudes populaires. Ce n'est pas un combat à gagner, c'est une image à produire, celle d'un chef d'État qui comprend les Français. Pour ça, le casting des candidats est très précis. Déjà, il y a plus de partisans du oui que de non, 8 contre 6, et surtout, les fervents défenseurs du non sont principalement recrutés en fonction de leur capital sympathie, pour qu'il y ait un vrai dialogue et une vraie empathie, et que Mitterrand puisse avoir une chance de les séduire, et par ricochet, séduire les téléspectateurs qui partagent les doutes de ceux qui défendent le non. Jacques Pilon sait qu'il n'a pas de deuxième chance. Alors, il va sortir une dernière carte de sa manche et choisir des opposants qu'il connaît déjà. Alors, pas personnellement, je vous rassure, mais dont il connaît très bien les fameux sociostyles. Par conséquent, il connaît très bien leur manière de penser, les sujets qui les touchent. En amont, il a donc préparé les explications et les arguments pour les convaincre et un peu plus les séduire, et il les a soumis au président. Rien n'est écrit, pourtant, tout est écrit. L'émission se déroule en direct, et c'est plutôt une réussite. Mais surtout, le 20 septembre 1992 au soir, les résultats du référendum tant attendu tombent. Le oui l'emporte à 51%. L'image est sauve pour le président dont la ligne politique était de défendre ce projet corps et âme. Sur le papier, pour le communicant et pour le président, c'est une victoire. Mais
Dans la tête de Pilan, c'est la fin de quelque chose. Le conseiller du président fait le bilan. Mitterrand est affaibli, politiquement mais aussi physiquement, puisqu'il souffre d'un cancer. Celui-ci est épuisé, découragé, la gauche n'est pas très unie, et globalement politiquement, c'est le flou pour les prochaines présidentielles, qui sont pourtant dans moins de 3 petites années. Jacques Pilan nourrit malgré tout un rêve. De simple communicant employé dans une agence de pub, il est devenu très vite conseiller en communication politique. Mais pas n'importe quel conseiller en com politique. C'est le conseiller du président de la République. Et il ne veut pas quitter ce métier. Il a une place unique et il compte bien tout faire pour la garder. Le joueur de poker en lui fera tout pour gagner. Il sait qu'il se doit de préparer la suite. Mitterrand, ce n'est pas l'avenir. Il doit trouver son futur champion, et ce, quel que soit son parti politique. Jacques Chirac, en 93, est un perdant. Il est maire de Paris, certes, mais il est délaissé par son propre parti, détesté dans le milieu de la politique de manière générale. Jacques Chirac est seul, et s'il a des ambitions présidentielles, elles sont refoulées derrière le lourd rideau de la réalité. Un petit peu comme Mitterrand en 81. Jacques Pilan est déjà bien connu des partis plus à droite du spectre, mais ce n'est pas tant ça, sa chance. Sa chance, c'est que la fille de Jacques Chirac, Claude, lui accorde énormément d'importance, et essaie de le convaincre que son père serait un excellent candidat. Elle fait le lien entre les deux Jacques, qui apprennent à se connaître. Jacques Pilan voit le potentiel de Jacques Chirac reconnaît qu'il a besoin d'aide, et le dialogue s'ouvre. Mais la situation est super délicate. Pilan est encore conseiller de Mitterrand, et il décide de le rester. Pilan reste auprès du président. Mais en parallèle, dans le plus grand secret, il signe un contrat avec un des ennemis politiques de celui-ci. Celui-là même qu'il a essayé d'humilier durant la cohabitation de 86. Les séances d'entraînement pour façonner son image se font dans le plus grand secret, le soir, dans les sous-sols de temps public, avec une attention toute particulière pour que Jacques Chirac ne soit jamais vu en présence de Jacques Pilan. Durant ces séances, les techniques employées par Jacques Pilan sont les mêmes que celles qu'il a employées sur Mitterrand. Cette partie va donc être moins longue parce qu'il utilise les mêmes fondations que celles qu'il a utilisées sur Mitterrand en 81 et en 88. D'abord, analyser l'état d'esprit des Français, qu'il qualifie à ce moment de populistes, anti-élitistes, anti-bourgeois, dans un contexte particulièrement difficile économiquement. Pilan cadre les attentes. Ordre, protection, justice. C'est avec cette demande qu'il faut construire l'offre, et donc qu'il faut construire le produit politique Chirac. Le problème, c'est qu'il y a déjà une offre à droite, parce qu'il y a déjà un candidat à droite. C'est Édouard Balladur, le Premier ministre, car oui, entre-temps, on est de nouveau en cohabitation. Et il est très aimé. Il faut donc construire une campagne, et plus globalement un personnage qui s'appuie sur les faiblesses de Balladur. Et c'est entre guillemets assez facile, puisque Balladur représente quelqu'un d'assez déconnecté de la réalité. Et dans un contexte de méfiance envers les élites, jouer la carte de la proximité et de la compréhension du quotidien est un vrai atout. Jacques Pilan le résume, l'offre balladurienne ne marche que si elle est unique. Or, précisément, elle ne l'est plus. C'est ainsi que se construit le personnage Jacques Chirac. Tout ça se cristallise dans un livre qui sort en juin 1994, Une nouvelle France. Plus le temps avance, plus l'opinion devient favorable à Jacques Chirac. Le coup de grâce arrive lorsque Jacques Delors, à gauche, annonce ne pas se présenter. Le parti d'en face est affaibli. Le second septennat de Mitterrand n'est pas brillant aux yeux de l'opinion. La gauche perd énormément de terrain. Par conséquent, Jacques Chirac a de plus en plus de chances de gagner. Et le 7 mai 1995, c'est ce qui va arriver. Le nouveau président de la République est donc M. Jacques Chirac, élu avec 52% des voix. Jacques Pilan peut célébrer sa victoire. À nouveau, il a largement contribué à l'élection d'un président de la République. Mais une étape délicate s'annonce. Mitterrand ne sait pas que Jacques Pilan a littéralement façonné le personnage Chirac. Et encore moins que son conseiller sera aussi celui de son rival alors qu'il arrive au pouvoir. Car en effet, on l'a dit plus tôt, la vraie ambition de Jacques Pilan, c'était de conserver sa place. Et donc naturellement, il compte accompagner Chirac durant son mandat. Que Pilan ait structuré la campagne de Jacques Chirac, Mitterrand ne le saura officiellement jamais, même si il est possible qu'il s'en doute. Le fait que Pilan reste conseiller, il l'apprendra par l'intéressé en personne lors d'une ultime réunion, et les deux hommes ne se reverront jamais. Cependant, cette transition n'est pas qu'humaine. Elle devient aussi, au détriment de Pilan,
médiatique. Pour assurer ses arrières, auprès d'une presse un peu trop curieuse, Jacques Pillan donne une longue interview en 1995 dans un journal nommé Le Débat. Quelques images de lui avaient déjà fuité, mais jusqu'ici, publiquement, son image, à lui, était restée extrêmement secrète. Et cette annonce publique se passe plutôt bien, elle fait pas énormément de bruit. Sauf que 1 an plus tard, la donne change. Le début de mandat de Chirac se passe mal. Un petit air, encore une fois, de Mitterrand, oublier les préceptes, tout ça. Et la presse doit trouver des coupables. À ce moment, qui de mieux que Jacques Pillan, ce mystérieux personnage vu comme le conseiller un peu obscur qui est passé en plus de la gauche à la droite sans aucun remords. Après largement plus de 10 ans dans l'ombre quasi parfaite, Pillan, qui pensait que son intervention parfaitement gérée dans le journal suffirait, se retrouve au cœur d'une véritable polémique. Il est surnommé par les médias le gourou de l'Élysée, médias qui, au passage, font absolument semblant de découvrir son importance. Aussi bien dans le milieu de la presse que dans le milieu de la radio et de la télé, Jacques Pillan était bien avant ça connu de tout le monde. Mais voilà, l'époque a changé. Jacques Séguéla, en 81, s'était exposé plusieurs fois sur des plateaux de télé pour dire que c'était lui et son agence derrière la campagne de Mitterrand pour renforcer sa propre crédibilité et trouver de nouveaux clients. Ça passait parfaitement à l'époque. Mais l'époque a changé, d'une part, mais surtout le fait de voir un seul homme, aux yeux du public, tant public c'est vraiment juste Jacques Pillan, avoir autant de pouvoir auprès des hommes politiques, ça ne passe pas. Jacques Pillan laisse passer l'orage, mais il n'aura pas vraiment de marge pour créer de nouveaux projets, puisqu'il décède d'un cancer du poumon le 23 juin 1998, alors âgé de 54 ans. Mais derrière lui, il laisse un héritage qui perdure encore. Jacques Pillan n'a pas créé un nouveau métier, mais a donné une toute autre ampleur au métier de communicant politique, qui jusqu'alors relevait plus de l'exception que de la règle, mais surtout qui avait certaines barrières que Jacques Pillan a fait tomber. Il a aussi mis en lumière, évidemment aidé de la période et du développement des médias d'image et de la télé, le fait que les élections tournent principalement autour des candidats, de leur personnalité et non vraiment de leurs idées, ce qui n'est en réalité ni propre à notre système politique, ni à notre époque. Mais plus encore, il a soulevé une question qui ne cessera de revenir sous différentes formes. Quel est le vrai rôle des communicants dans la politique? La limite entre le conseil de communication et le conseil politique est dans la pratique assez fine. Et tous ces aspects qui sont obscurs auprès du grand public et des gens qui ne sont pas initiés à la communication, au domaine du marketing et au domaine de la pub, créent un sentiment toujours plus fort de défiance. Pour autant, encore une fois, même si Jacques Pillan a donné une toute autre ampleur à la chose, exclure la communication de l'équation politique n'a aucun sens. La communication fait partie intégrante de la politique. Communication, c'est la mise en commun en latin. Toute la question est de savoir à qui ça sert. Et surtout, à quoi ça sert? Sur ces questions, chacun aura sa propre réponse. Enfin, je veux dire, moi je me mets à la place des gens qui votent, moi je ne vote pas, donc j'étais pas embêté. Mais je veux dire, pour qui on vote? Très compliqué quand même.